dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet avec Anis Maraï lundi et mercredi à 8h. Bonjour Anis. Bonjour Raphaël, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs d'RTCI. Et d'abord, il pleut sur Tunis. Alléluia. Oui, oui. Et il pleut partout, en tout cas dans plusieurs régions. Hamdoullah. Oui, forcément. Moi, je connais un qui serait très, très ravi de cela. C'est Mir Taïeb, donc le ministre de l'Agriculture et des Ressources en eau en Tunisie. Il devrait être très, très content par rapport à ces intempéries qui commencent. On espère qu'elles vont continuer et qu'elles vont donc remplir un tant soit peu nos barrages qui se sont asséchés durant cette saison estivale. Voilà. Et ce matin, on a le plaisir de recevoir Madame Samira Maraï Fria, ministre de la Santé publique. Bonjour Madame. Bonjour. 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 Et tous les Tunisiens sont très heureux justement parce qu'il pleut. C'est pas uniquement le ministre de l'Agriculture. Non, lui, c'est parce que c'est son département. Exactement. Alors, bonjour Madame la Ministre, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous avez été la première, je dirais, à être sollicitée et fortement après donc la composition du gouvernement Chahed. Donc, alors, je rentre directement dans le vif du sujet. Première question. Une semaine après le drame de Khmouda dans le gouvernorat de Kasserine et dont le bilan vient de s'alourdir avec une 18e victime recensée, paix soit à leurs âmes, où en êtes-vous par rapport aux décisions que votre gouvernement a prises pour donner plus de moyens à cette région ? Merci pour l'invitation. Et puis, j'aimerais justement revenir sur le dossier de Kasserine. Et c'est tout à fait normal que la santé est toujours sollicitée parce que ça intéresse tout le monde d'abord et ça intéresse un secteur qui n'attend pas, secteur donc de la santé. Et je tiens d'abord donc à préciser que le drame donc de Kasserine a été géré au top. Et moi, je suis aujourd'hui, et je voudrais saluer tout le personnel, que ce soit médical, que ce soit paramédical, du secteur donc privé, du secteur public. Et tout le monde, on a eu une mobilisation que la région n'a jamais vue. Et puis, on a eu un renfort, on a demandé du renfort dès le premier quart d'heure. Et ça, donc on n'a pas eu de manque, ni de sang. On a eu 100 kilos du sang qui sont parvenus donc à temps. Il n'y a pas eu de demande de sang. Et ça a été géré donc au top. Malheureusement, évidemment, il y a eu des décès et tous les malades qui sont décédés étaient condamnés. Étaient condamnés, c'est-à-dire par la gravité. Et je déplore donc 14 sur place, décédés sur place, 2 dans les heures. Il y avait même donc des brûlures 14, de 4e degré. Et puis les 2 dans les heures qui suivent, donc on sait très bien. Et puis les 2 qui sont décédés en milieu de réanimation et qui avaient donc des blessures très très graves. Donc, au contraire, on voudrait vraiment saluer les efforts qui ont été... évidemment, les structures, donc l'hôpital n'avait pas la capacité de recevoir et d'accueillir une centaine de blessés en même temps. Et ça, on le sait. Surtout la structure donc des urgences. Vous parlez de l'encombrement au moment du drame. C'est-à-dire en même temps... Oui. À l'hôpital, gérer les décès, donc voilà. Moi, j'ai été sur place et ça m'a vraiment permis de faire donc un diagnostic à la fois donc des logistiques et à la fois donc de la capacité des médecins et j'ai tout vu et puis j'ai été accompagnée par évidemment une équipe à la fois de médecins et de l'administration du ministère et qui sont restés jusqu'à minuit pour discuter de tous les manques et des besoins donc de l'hôpital, des besoins urgents. Et ce qu'on a déploré, moi ce que j'ai déploré, donc il y avait un problème au niveau des urgences, certes, c'est vrai, ça nécessite une réhabilitation et même un changement. On est en train donc d'étudier tout cela, mais on veut pas prendre donc des décisions hâtives. J'ai vu par exemple une salle d'attente, on a aménagé la salle d'attente en une structure donc de salle de soins juste à côté et qui n'était pas appropriée. Donc il y avait des décisions hâtives qui ont été prises. Il faut aujourd'hui avoir donc un
un plan donc de l'hôpital qui est clair, quels sont leurs besoins, et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, ce que vous voulez dire donc par les différentes mesures, là ça continue. On a délivré des médicaments urgence, les demandes en fonction des demandes bien sûr des médecins. On a délivré un matériel que le personnel médical l'a demandé. C'est pas le ministre, parce que même si moi je suis de domaine, mais ce sont les demandes. Je rappelle que vous êtes médecin à la base, hein? Oui. Mais bien sûr, voilà. Et quand on est médecin justement, quand on est médecin et qu'on est donc à l'exécutif, je tiens d'abord de préciser qu'on a aujourd'hui une véritable donc politique du gouvernement. Il y a plus donc, il y a pas de politique uniquement de ministre. Donc tout ce qu'on prend comme décision, c'est toujours concerté, collégial, concerté entre les différents intervenants, parce que quand on parle par exemple de la prise en charge là, c'est il y a le ministère donc de l'Intérieur, il y a le ministère de la Défense, il y a différents intervenants. Il y a plusieurs départements et puis le chef de gouvernement, le président de la République, parce que je voudrais rappeler que quand il y avait donc il y a eu ce drame, on avait un conseil des ministres qui était au niveau donc de la présidence de la République, et on suivait ça de près. Donc en concertation, ministre de Transport, ministre et avec aussi le chef de gouvernement. Donc ce qu'il y a eu comme mesure on ne peut pas avoir mieux, je le dis, même si on était donc en Europe ou même aux États-Unis ou dans d'autres pays. Reste aujourd'hui, donc la région, donc on est en guerre contre le terrorisme. Et la première région donc c'est touchée, et on a vu, donc ça continue presque tous les jours. On a hier malheureusement des blessés. Suite moi je vais voir aussi les malades qui sont actuellement, qui ont été transférés à l'hôpital aussi de Benarous, de l'hôpital militaire, pardon, et ça continue. Donc on doit avoir tout un programme. Hier, donc, une équipe qui est faite donc d'architectes, d'ingénieurs se sont déplacés sur place pour voir quel projet pour donc agrandir l'hôpital. Pour l'hôpital, agrandir, ajouter, ça c'est l'étude. On veut plus de décision, parce que si la question, il faut vraiment discuter en fonction donc de ce qu'on veut. Les objectifs, c'est pas à la demande donc des habitants parce que moi quand je me suis déplacée, non, il y a une urgence de l'IRM, j'ai dit c'est pas l'IRM, donc tout le budget est alloué, hein. Je rappelle qu'il y a 6 800 000 qui sont alloués donc actuellement, qui existent, donc alloués à la région donc de Kasserine pour l'hôpital donc pour l'hôpital de Kasserine. Mais tout simplement, il n'y a pas de programme clair. Donc vous allez travailler sur ça, et justement votre réponse m'interpelle sur une autre question, la question donc de la santé publique à l'intérieur du pays. On a parlé de Kasserine. Kasserine, c'est une ville, c'est une région qui est chaude entre guillemets à cause donc du terrorisme qui est en train de frapper. Bon, un accident peut survenir à n'importe quel endroit de la Tunisie, comme celui de Hormoud, espérant que ce ne soit pas le cas, mais on n'est pas à l'abri avec ce qui est en train de se passer. Et à l'occasion, je voudrais bien épingler donc il n'y en a pas, Afef, le terrorisme donc, que nous sommes en train de combattre, et le terrorisme aussi routier, que certains départements ministériels devraient s'y atteler on est classé premier. Le premier en termes de mortalité. Exactement. Et franchement, au niveau de votre gouvernement, Madame la Ministre, vous n'êtes pas directement concernée, mais il faut faire quelque chose. Je parle du ministère de Transport, je parle du ministère de l'Intérieur, je parle de plusieurs autres départements qui devraient s'atteler sur ce fléau qui est en train donc de faucher des vies en Tunisie. Alors la deuxième question qui m'interpelle par rapport à la santé à l'intérieur du pays, aujourd'hui c'est Kasserine, demain ça pourrait être n'importe quelle région en Tunisie, et vous avez été épinglé, excusez-moi du terme, par rapport donc à cette question de médecine spécialisée à l'intérieur du pays. On voudrait bien une clarification de votre part par rapport à cet engagement d'envoyer des médecins spécialisés dans les régions en Tunisie. Anis, moi je suis professeur en médecine, je connais très très bien donc les problèmes de la santé, je comprends parfois les gens, les commentaires, mais
Je n'ai jamais été contre donc, la présence des médecins spécialistes. Ça n'a pas de sens de dire professeur, médecin qui est contre donc, la présence des médecins spécialistes dans les régions. J'étais contre la loi. Je ne suis pas contre eux. Pourquoi ? Parce que moi, notre politique aujourd'hui, et ma politique, et je l'ai toujours défendue, c'est le malade. Donc, quand on parle de politique de santé qui est centrée sur le patient, centrée sur le citoyen, il faut agir en tant que gouvernement, à la fois. Et la première chose, c'est la prévention. Et la prévention donc primaire, quand on parle de prévention primaire, c'est contre donc l'apparition des maladies, que ce soit les maladies infectieuses, que ce soit les maladies chroniques, contre l'obésité, contre donc tous les facteurs de risque qui permettent donc les maladies chroniques. Et puis la prévention secondaire, c'est-à-dire quand on est malade, par exemple une maladie chronique, il faut éviter les complications. On sait très bien les complications du diabète, complications de l'HTA, qui augmentent la mortalité. Donc ça, c'est un secteur qu'on doit développer. Et puis, la prise en charge des malades. Quand on dit prise en charge de malades, c'est-à-dire l'accès à la santé et puis l'amélioration de la qualité de soins. Il ne suffit pas d'avoir des médecins. Moi, je veux raconter une histoire qui m'a marquée. Parce que quand j'étais à l'hôpital, moi, je restais jusqu'à 4 heures, même à la consultation, et j'ai jamais refusé un malade qui venait des régions. J'ai jamais refusé, que ce soit de la Tunisie ou des régions. Et particulièrement, j'étais très sensible aux malades des régions parce que je viens du Sud. Peut-être parce que je viens du Sud, d'une région qui est très, très lointaine, et il y a évidemment un problème donc d'accès. Et je vais vous raconter une histoire qui m'a marquée, j'ai pas pu l'oublier. J'avais une patiente et quand j'avais mes patients, et quand j'étais donc députée, donc j'ai arrêté mes consultations à l'hôpital, mais quelques malades avaient mon numéro et elle m'a appelée. Elle m'a appelée pour me dire « Madame, je suis très malade, j'ai mal au ventre. » Et je lui ai dit, premier réflexe, donc, vous devez consulter un médecin. Vous devez consulter le médecin sur place. Je rappelle, elle était dans une région, c'est pas la peine. Et elle me dit « Madame, je suis hospitalisée. » J'ai dit « Je suis hospitalisée. » Je lui ai dit « Donc, faut pas s'affoler. J'ai essayé de la rassurer, il faut pas s'affoler. Voilà, vous êtes entre donc, ils vont faire le nécessaire. » Par la suite, j'apprends par la suite qu'elle a été mise sortante au bout de 4 jours et qu'elle était très malade chez elle 3 jours après, et elle a été transférée donc ici à Tunis, et on découvre donc une appendicite, compliquée d'appendicite, et elle est décédée juste après l'intervention. Ça m'a marqué. Et là, je voudrais justement insister sur ça. Parce que le problème aujourd'hui, il y avait un chirurgien, mais le chirurgien ne peut pas faire une consultation. Donc, ce qu'il faut développer aujourd'hui, c'est que si c'est la médecine de première ligne, si un médecin n'arrive pas à identifier donc une appendicite, et quand c'est le réflexe de tout médecin, moi je suis enseignante à la fac, et quand on dit douleur au niveau, il faut premier diagnostic penser à l'appendicite, parce que quand on pense on demande l'avis de chirurgien. Et cette malade n'a pas été vue par un chirurgien qui était là. Oui, donc la question, voudrais, je ne sais pas si le message est passé. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir des médecins, on ne peut pas développer la médecine avec des spécialités partout. Ce n'est pas le malade qui va connaître donc, une douleur au niveau par exemple, au niveau du ventre, mais du haut, ça pourrait être une cause cardiaque. Donc, on ne peut pas voir un cardiologue parce qu'on a mal au ventre. Oui, il faut toujours développer la médecine. Attendez, c'est juste pour vous préciser ça, parce que là, c'est une politique. Quand on développe la médecine de famille, et parce que c'est là où il y a la santé qui est au top, par exemple, je prends le cas de l'Angleterre, le cas du Canada, ils ont développé le médecin de famille. Et la formation de médecin de famille, parce qu'aujourd'hui, le médecin généraliste, parce qu'on a pensé à développer et à promouvoir les médecins spécialistes, comme ça, les médecins spécialistes, on voudrait des médecins spécialistes, et un médecin généraliste, il est devenu par défaut, parce que tout simplement, il n'a pas réussi au résidenat. Non, ça c'est anormal. Pour le secteur de la santé, c'est anormal. Ce qu'il faut développer, la médecine de famille en tant que spécialité, et former un médecin de famille qui est polyvalent, qui est capable de reconnaître les complications, donc toutes les complications, et pas uniquement les complications, les pathologies d'urgence et autres pathologies, et qui peut faire donc des soins de première ligne et
pour pouvoir donc faire le tri. Et on n'a pas besoin, par exemple, il y a pas mal de pathologies que ce soit médicales, qui peuvent être traitées par les médecins de famille. On ne parle pas des spécialités peut-être très pointues, Madame la Ministre, mais excusez-moi d'interagir avec vous aussi. C'est important quand même, parce que quand on dit qu'il n'y a pas, quand on parle, là, c'est plus de 50%, 50% donc de problèmes. Si on développe les médecins de famille, et on n'aura pas besoin d'autant de demandes de spécialistes. Parce qu'aujourd'hui, moi, je comprends. Quand il voit un médecin généraliste une fois par semaine qui vient au dispensaire de première ligne, il a le droit de demander des médecins. Mais il dit, voilà, le médecin généraliste, il est là, il m'a donné juste un médicament donc d'urgence, et puis j'ai toujours la maladie. Donc, pour dire... Pour la politique, notre politique, d'abord de développer. Et puis, bien sûr, d'équiper les régions, les hôpitaux, de médecins les médecins donc de spécialistes. Les médecins spécialistes et qui doivent aller, mais avec leur... mais on doit planifier ça, c'est-à-dire planifier. Moi, j'ai ma vision sur ça. Je ne veux pas en parler aujourd'hui. Vous avez dit que vous avez un plan particulier, le moment opportun, vous pouvez nous donner les grandes lignes. Je ne veux pas en parler aujourd'hui parce que j'ai présenté ça donc au collège donc au collège des doyens des facultés de médecine qui était très favorable à ça. Reste donc, je voudrais discuter avec le Conseil de l'Ordre. Il y a des textes juridiques. Au moment opportun, on va voir. Parce que moi, je tiens à toujours à traiter donc les problèmes vraiment donc dans leur fond. Dans leur fond. Je le dis et je le redis, je ne fais pas du populisme. Je suis là pour réellement faire la réforme de la médecine pour le malade. Et je le dis pour le citoyen, c'est pas pour le médecin, c'est pas pour le corps médical, mais il faut rétablir aujourd'hui la confiance. La confiance entre le citoyen et le médecin. C'est primordial. Je ne comprends quand même, pas. Madame la ministre, aujourd'hui, sur certains points... Et c'est entre les médecins, entre aussi le syndicat, entre le syndicat et puis le ministère, il faut rétablir un climat de confiance. Mais lorsque vous parlez de médecine à l'intérieur aussi, on a... Peut-être je voudrais préciser quand même, parce que cette polémique... Mais vous allez me laisser donc placer deux mots avec vous pour essayer... Juste pour la première, parce que je vous ai dit que j'étais contre la loi. Oui, vous étiez contre la loi, ça c'est clair. Non, mais peut-être il faut préciser c'est quoi la loi. Oui, non, mais on n'a pas le temps pour ça, mais moi je ne comprends pas... Parce que c'est une loi qui est anticonstitutionnelle, et je le dis. D'accord, mais moi je ne comprends pas que dans certaines régions, par exemple, il n'y a pas de service d'urgence. C'est-à-dire, il y a les services d'urgence d'apparence, mais au niveau... on a relevé, par exemple, pas mal de situations où des femmes enceintes donc sont mortes. En accouchant parce qu'il n'y avait pas donc de médecins gynécologues dans certaines régions. Écoutez, et ça, c'est un cas qui a peut-être été hypertrophié par les médias, mais il y avait aussi... Non, ce n'est pas la question des médias. Non, moi, la question n'est pas les médias. Mais il faut comprendre aujourd'hui. Il faut comprendre les vrais problèmes. Parce qu'on a une facilité d'interprétation. Quand une patiente meurt en accouchant, il faut d'abord voir si elle a été suivie pour son accouchement. Parce que dans le monde entier, on ne peut pas avoir un gynécologue dans chaque circonscription. Regardez donc la France, regardez dans tous les pays du monde. On ne peut pas avoir. Mais ce qu'il faut vraiment faire, c'est que le suivi, chaque femme enceinte doit être suivie par un médecin. Et ça, c'est primordial. Parce que quand on est suivi, on sait que soit la femme va être accouchée, elle va accoucher soit par césarienne, soit elle va avoir une complication. On a tous les moyens aujourd'hui de connaître le pronostic de la grossesse. Donc là, vous êtes en train de me dire que dans les régions, des femmes peuvent aller dans les hôpitaux pour se faire soigner, pour se faire le suivi. Et ça, c'est à froid. Il faut. Donc, pour la politique de la santé, il faut. Aujourd'hui, on a un taux donc de suivi aux alentours de 96%, qui est par rapport donc aux autres pays, évidemment les premiers. On est les premiers à l'échelle, que ce soit arabe ou à l'échelle africaine, mais on voudrait avoir le 100%, et c'est possible. Et c'est possible, parce que la Tunisie, c'est un petit pays. Et puis, on a la capacité de suivre toutes les femmes. Mais
il y a un manque donc pour ces femmes-là, elles ne savent pas. Elle doit, ou bien elle n'a pas la capacité aussi matérielle, et on doit aujourd'hui développer donc les structures donc de mères et enfants qui doivent accueillir toutes les femmes pour un suivi et un suivi comme se fait permanent, comme se fait dans tout. Comme il se doit, c'est-à-dire on connaît qu'il y a des échographies à faire à tel temps. Là, il y a un plan pour le suivi des femmes enceintes et avant, le médecin peut lui dire, vous allez accoucher par césarienne et à temps, vous devez être hospitalisé et on n'a pas de problème donc de transport. Ce qu'on a développé aujourd'hui, parce que on peut toujours résoudre tous ces problèmes qui existent aujourd'hui, mais c'est pas par avoir donc un gynécologue. Les hôpitaux donc des régions doivent avoir un gynécologue, ça je confirme. Vous êtes d'accord dessus? Bien sûr, il y a des hôpitaux en fonction des hôpitaux régionaux, mais ce qu'il faut aujourd'hui, pas se concentrer sur, il faut se concentrer aussi sur le suivi des femmes donc en prénatal et avant donc l'accouchement, parce que ça diminue la mortalité d'abord infantile, les enfants, parce qu'aujourd'hui on continue à avoir donc des décès aussi, des morts néonatales et des morts donc juste après au moment de l'accouchement, et ça peut être donc évité par le suivi. Et puis développer les SMUR. Les SMUR, donc les urgences. Et une patiente, les services mobiles d'urgence et de réanimation. Parce que pour moi, aujourd'hui, chaque citoyen, chaque malade, quel qu'il soit donc dans une zone donc rurale, il doit, quand il appelle, il doit appeler les SMUR, c'est-à-dire le SAMU, et le SAMU doit assurer le transport. Pour moi, c'est ça la chose urgente et primordiale. C'est-à-dire rapprocher donc la médecine publique des citoyens qui vivent dans des zones, je dirais, reculées. Et moi, ça, c'est mon urgence. Donc, de faire la cartographie. On a la cartographie sanitaire, la carte sanitaire, on l'a aujourd'hui, mais on va développer les équipes mobiles, les consultations mobiles, parce que ce qu'on a remarqué, moi je viens des régions, j'étais députée, je connais très très bien les problèmes. Quand on voit aujourd'hui donc les dispensaires, on a plein de dispensaires, mais qui travaillent une journée par semaine. Oui. Le médecin consulte une fois par semaine. Bon. Il y a certes donc un infirmier au moins qui puisse faire des injections, le traitement chronique. Ce n'est pas ça qui va aider donc mais n'empêche, moi j'ai vu la consultation de ce lundi ou de jeudi quand le médecin voit. Eh bien, il y a une foule, il y a plus d'une centaine de malades. C'est énorme, si c'est une journée par semaine, mais c'est normal. Donc là, c'est une souffrance à la fois, donc ils attendent, et appuient une attente donc des heures et des heures. Donc ce qu'on veut développer, c'est les équipes mobiles. Les équipes mobiles, c'est-à-dire l'hôpital mobile, les consultations mobiles, qui vont directement sur place en milieu rural, faire donc de la prévention, faire la consultation avec des médecins, et puis des médecins aussi qui puissent faire le tri, les problèmes par exemple d'ophtalmo, et ils vont les dispatcher. Ça c'est très urgent et on va le développer. Un autre secteur peut-être, je sais pas un secteur, mais c'est un chantier auquel vous allez vous y atteler, j'imagine, la corruption dans le secteur donc de la santé semble être une évidence. La qualité de la santé publique en souffre et le phénomène ne semble pas reculer, loin s'en faut. Saïd El-Raïdi, l'ancien ministre, en a peut-être fait les frais en voulant s'y attaquer. Comment pensez-vous y prendre donc avec ce phénomène-là? La corruption, c'est vraiment un axe. Donc, et ça, vous l'avez vu, c'est un axe parmi... Tant d'autres, donc, déclarés... Non, mais parmi... les priorités. Les priorités, parce que c'est la carte, donc, c'est le... qui est délivré qui a été signé, a été signé par déclaration de Carthage ensuite. De Carthage qui a été signé par les différents intervenants et puis ceux qui sont au gouvernement ou qui sont au gouvernement. Donc c'est une priorité. Et c'est une priorité sur laquelle on va travailler. D'abord, j'aimerais préciser qu'il y a un contrôle donc aussi bien administratif que financier, qui va être mandaté par donc, le gouvernement, par la présidence.
Oui, l'audit, contrôle, par la présidence du gouvernement qui vont faire donc le contrôle. Donc les corps de contrôle, vous êtes en train de dire, qui vont donc essayer d'auditer. Ils vont auditer donc le ministère de la Santé. Oui. Ils commencent dans les probablement donc quelques jours ou bien dans la semaine. Ils vont être là. Donc et puis le plus important pour moi aujourd'hui, qu'il n'y ait plus de corruption. Qu'il n'y ait plus de corruption. On ne peut plus se permettre. Et moi, j'ai pu faire ça au ministère de la Femme, mais c'est un petit ministère où j'ai tout verrouillé, contrôle des achats, contrôle par le comité, mais bon, ça je l'ai fait à titre personnel parce que... Le ministère de la Femme, ce n'est pas le ministère de la Santé publique. Évidemment, ministère de la Santé. Donc comment on a vu la question des stints, on a vu la question donc la question des stints, écoutez, parce que réellement le problème aujourd'hui, c'est que, et malheureusement, et les gens n'ont plus peur donc de la loi. Tout parce que vraiment, il y a ce dérapage, et c'est dommage qu'il y ait eu un dérapage, et parce qu'ils pensent qu'ils sont hors contrôle. Et tout le monde pense qu'il est impuni. Parce que l'impunité, et ça c'est le vrai problème en Tunisie aujourd'hui. Donc la question de stint, il suffit, il y a une circulaire, donc il faut exiger l'AMC donc pour chaque pharmacien, donc pour chaque structure, que ce soit hospitalière ou une clinique, donc ou une structure sanitaire privée, et chaque médecin doit aussi contrôler pour se protéger, parce que en principe c'est le travail du pharmacien. En principe c'est le travail du pharmacien ou des structures sanitaires, mais le médecin aussi doit vérifier donc l'AMC pour chaque produit ou chaque équipement. Donc c'est facile à faire. Par contre, la corruption au niveau des marchés, la corruption dans le réseau de... Les médicaments, la pharmacie centrale, donc au niveau des légumes, au niveau des fruits, au niveau des hôpitaux. Voilà, les hôpitaux aussi, même le l'hébergement. Ils disent, on a eu pour faire la consultation, pour passer à le premier, passer le deuxième, donc on a à plusieurs niveaux. Ce qu'il faut aujourd'hui, moi, j'aimerais travailler parce que j'étais dans l'hôpital public et donc à l'hôpital public, je connais le système. Il faut aujourd'hui développer la gouvernance, donc changer la gouvernance des hôpitaux, changer la gouvernance donc partenariat public-privé. La gouvernance, d'abord avant le partenariat. Non, on parle de la corruption là. Et pour améliorer aussi la prise en charge et l'accès aux soins. Donc la gouvernance, c'est-à-dire le patient, quand on dit une politique de la santé centrée sur le patient, il faut que ça soit à la fois donc l'objectif de l'administration, l'objectif, bon, ça a toujours été l'objectif du médecin évidemment, mais l'objectif de toute la chaîne donc qui existe au niveau du système sanitaire, c'est-à-dire du pharmacien, à la fois donc et surtout de l'administration. Aujourd'hui, si on demande par exemple à un hôpital, à un directeur, pour lui c'est un travail administratif. Non, il doit changer et avoir comme objectif, c'est-à-dire la prise en charge du patient dès l'entrée donc à l'hôpital. Oui, mais le problème aussi, vous l'avez évoqué, l'impunité, Madame la Ministre. L'impunité, c'est-à-dire aujourd'hui, on ne fait pas admettre quelqu'un sans payer des pots de vin, on ne peut pas hospitaliser quelqu'un. Un système qui le permet. Oui, exactement. Voilà, donc la question qui se pose, comment allez-vous appliquer la loi et punir éventuellement ceux qui sont dans la corruption? Ils sont ceux qui sont identifiés. Après, bien sûr, là, il y a l'enquête et ils seront punis. Donc là, c'est pour les dossiers qui sont déjà identifiés, ils ont pris donc leur chemin, et puis évidemment, on ne peut pas accepter qu'ils restent impunis. Par contre, moi, mon objectif aujourd'hui, en tant que gouvernement qui va lutter contre donc, la corruption, il faut faire un système qui ne permet plus. Et le meilleur système, donc justement, qu'il faut développer dans le secteur de la santé, c'est le système d'information. Le système d'information qu'il faut développer. Et là, on a le e-santé, on a une étude qui va commencer bientôt et il y a quelques régions, quelques zones pilotes et qu'il faut donc développer. Le système d'information va nous permettre d'avoir d'abord le coût du malade, le coût de la santé. Aujourd'hui,
On n'a pas. Ça va nous permettre de suivre donc la chaîne des médicaments. Est-ce que le médicament qui a été acheté par la pharmacie centrale a été délivré aux patients auxquels ils sont? Donc, c'est ça la question. Donc, le système donc c'est des règles managériales tirées du privé qu'on va essayer de mettre donc exactement. au niveau des hôpitaux publics. Et on va développer ça. Et on a la possibilité de le faire, et on peut le faire rapidement. Il reste pas mal de questions, puis, mais le temps nous devance, donc Madame la Ministre, donc je vous laisse le mot de la fin. Hein. Moi je dis, aujourd'hui, notre donc, politique aujourd'hui du gouvernement, je le dis, je l'aurais dit, est centrée sur le citoyen. Et pour développer la médecine et la formation des médecins, pas pour les médecins, mais pour les patients. Et ça, c'est très important. Et puis, aujourd'hui, le secteur de la santé est malade. C'est vrai qu'il est malade. Et notre objectif et notre démarche aujourd'hui, c'est comme devant un malade. Un médecin, il va évaluer l'urgence. Et on est en train de traiter les urgences qui sont dans les hôpitaux régionaux, et ça je le dis, et dans les hôpitaux aussi, même Grand Tunis. Et il y a donc des patients qui n'attendent pas, il y a donc des questions qui n'attendent pas, comme les urgences au niveau des hôpitaux, comme les zones prioritaires qui sont Kasserine. Et on est en train donc, notre méthode, c'est de travailler en toute décentralisée, c'est-à-dire décentraliser. La conduite dans la région de Kasserine ne sera pas la même que dans la région de Béja, ne sera pas la même dans la région de Siliana. Les besoins ne sont pas les mêmes, voilà. Que ce soit les besoins, que ce soit le nombre de malades, que ce soit la carte sanitaire. Les maladies donc, aussi. Et les maladies, tout à fait. Il y a, parce que quand on parle de la santé, il y a aussi la santé environnementale. Donc, on aura un plan donc de réforme par région. Et c'est comme ça qu'on va travailler. Je pense, moi je suis très optimiste parce que je sais qu'il faut impliquer tout le monde. Il faut impliquer aujourd'hui tout le monde. La santé, c'est pas la santé, on est tous intéressés parce que moi quand je tombe malade ou n'importe qui peut avoir un accident en route, il peut être amené à être donc dans des conditions de toutes... celles que nous déplorons aujourd'hui. Voilà. Donc je veux dire que tous les Tunisiens sont touchés par un secteur qui est très 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 délicat et qu'on doit s'y mettre, à la fois le secteur privé, le secteur donc les syndicats, les facultés et tout le corps. Tous les intervenants. Et puis, évidemment, moi je finis toujours par les médias, parce que quand on parle d'une politique de prévention, on doit aussi solliciter les médias. Voilà, merci beaucoup Madame Samira Meraye Friara, la ministre de la Santé publique. Merci pour tous ces éclaircissements. Merci à toi Afef. Merci Anis, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup et puis à lundi. À lundi. Oui. Lundi, je pense que ça sera le jour de l'Aïd. Eh bien, on va fêter l'Aïd ensemble sur RTCI. Voilà, avec un mouton. Radio Matin, 6h, 10h, la matinale de RTCI.